Vous écoutez RFI, les 6h30 à Kasumbalesa comme à Paris, 4h30 en temps universel. Magali Lagrange. À la une, la mise en garde de l'opposant gabonais Jean Ping au juge de la Cour constitutionnelle auprès de qui il a déposé un recours suite aux résultats de la présidentielle. Il leur demande d'être impartiaux, faute de quoi, dit-il, le peuple prendra son destin en main. La RDC, des violences à Kasumbalesa près de la frontière avec la Zambie ont fait entre 1 et 5 morts. Les habitants blâment la compagnie d'électricité pour ces coupures de courant qui, selon eux, favorisent ce type d'événement. Des violences aussi en Algérie, dans la ville pétrolière d'Assim et Saoud. Les femmes sont inquiètes parce qu'elles en ont été les cibles. Et puis nous parlerons des mesures envisagées cette semaine au Parlement européen pour les migrants forcés à retourner dans leur pays. L'opposant gabonais Jean Ping s'est exprimé hier. Il a pris la parole à son QG de campagne à Libreville. Un discours prononcé au lendemain du recours déposé par son camp auprès de la Cour constitutionnelle. Il demande que soient recomptés les suffrages exprimés lors de la présidentielle il y a 15 jours dans la province du Haut-Ogooué, fief de la famille Bongo. Devant ses partisans hier, Jean Ping a réaffirmé qu'il était le président élu, contestant une nouvelle fois la victoire d'Ali Bongo. Il a aussi lancé une mise en garde aux 9 juges de la Cour constitutionnelle qui ont 2 semaines pour rendre leur décision. On écoute Jean Ping. J'agis en légaliste et je mets au défi la gardienne des lois de dire enfin le droit en acceptant ce décompte. La Cour constitutionnelle a maintenant le choix entre la stabilité ou l'instabilité du Gabon. Il ne fait aucun doute qu'en cas de non-respect de la réalité du vote des Gabonais par la Cour constitutionnelle, le peuple, qui n'aurait dans ce cas plus rien à perdre, prendra son destin en main. L'opposant gabonais Jean Ping s'exprimait donc hier à Libreville. Le camp du président Ali Bongo, le président sortant, déclaré aussi vainqueur de la présidentielle du 27 août avec un peu plus de 5000 voix d'avance sur son principal opposant. Son camp donc a réagi aux propos de Jean Ping. Arnaud Nganji Alandji est porte-parole du président gabonais. Il affirme que les juges ne se laisseront pas influencer et accuse l'opposant de tentative d'intimidation. Je pense que M. Ping il aime ce que nous, les jeunes, on appelle le buzz, faire parler de lui. Donc, on va toujours aller dans des grandes tirades lyriques sans fait. Ça peut être une tentative d'intimidation, mais je pense que les juges qui sont à la Cour constitutionnelle ont suffisamment de vécu, suffisamment d'expérience pour ne pas se laisser intimider par ce qui n'est jusqu'ici que des mots. Le porte-parole du président gabonais, des propos recueillis à Libreville par nos envoyés spéciaux Sébastien Nemeth et Boris Vichy. Réaction aussi de la France. Elle demande par la voix de son ministre des Affaires étrangères que les recours déposés donc auprès de la Cour constitutionnelle gabonaise soient examinés avec transparence et impartialité. Dans ce contexte de crise politique au Gabon, plusieurs représentants d'organisations internationales sont sur place. Smaïl Chergui pour l'Union africaine, Abdoulaye Bathily pour l'ONU, Ahmedou Ould Abdallah pour la francophonie. Les diplomates s'activent avant que la Cour constitutionnelle présidée par Marie-Madeleine Boranso ne rende sa décision dans un délai maximum de 15 jours, Jean-Jacques Louarn. Aidez-nous à vous aider. C'est en substance le message depuis le 27 août de la communauté internationale à Jean Ping. Une étape a bien été franchie avec le dépôt d'un recours devant la Cour constitutionnelle, la voie légale, reconnaît-on, mais ce recours assorti d'une condition, la présence d'observateurs de l'Union européenne embarrasse. Bruxelles dit simplement examiner les aspects techniques de cette demande. Le PDG, le parti d'Ali Bongo, a balayé du revers de la main cette hypothèse. On voit mal l'Union européenne assister le processus de la Cour constitutionnelle, regardé par-dessus l'épaule de Marie-Madeleine Boranso, fait-on remarquer. Dans l'entourage des Chergui, Bathily et Ould Abdallah, on reconnaît un manque de visibilité. Et à ce stade, il n'est pas certain que les appels pressants de pays amis tels Paris, qui demandent impartialité et indépendance à la Cour constitutionnelle, soient de nature à faciliter le travail de la mission UA Nations Unies. Le sentiment au palais présidentiel, dit un politologue gabonais, c'est que la communauté internationale a choisi son camp, celui de Ping. Un autre observateur confirme l'isolement de fait, pour ne pas dire la bunkérisation d'Ali Bongo. Il ne lâchera rien,
conclut-il. En République démocratique du Congo, à présent, le dialogue national se poursuit. Des délégués répartis dans des commissions vont maintenant devoir faire des choix sur des sujets comme la sécurisation du processus électoral, les mesures de décrispation, mais surtout, la première commission va se pencher sur la question du fichier électoral, sur l'ordre dans lequel les 11 scrutins à venir vont être organisés. Il y a toujours des accords entre la majorité qui veut prévoir en priorité les élections locales et l'opposition qui souhaite organiser d'abord la présidentielle et les législatives. En parallèle, l'activiste de Filimbi, Jean de Dieu Kilima, était hier devant la justice, une nouvelle fois en RDC. Il avait été libéré dans le cadre des mesures justement de décrispation. Il était hier jugé pour incitation à la désobéissance et trouble à l'ordre public. Ses avocats dénoncent des poursuites politiques. Ils demandent au tribunal de Kinshasa de se déclarer incompétent dans cette affaire, car ces faits se seraient déroulés à Kisangani. Le parquet s'y oppose. La question a été mise en délibéré. On écoute Maître Odifax Moutiri, chef du collectif de défense de Jean de Dieu Kilima. Nous sommes devant un client, donc Kilima, qui est victime d'une violation des droits de l'homme et que donc pour le restaurer dans ses droits, pour que ces atteintes à sa liberté fondamentale soient réparées et au besoin même soient dédommagées. Voilà, c'est comme ça nous allons jusqu'au fond. Donc nous avons eu sa liberté provisoire, c'est déjà pas mal. Maintenant nous allons jusqu'au fond pour qu'on puisse vraiment éteindre cette atteinte à sa liberté, à ses libertés fondamentales. Le chef du collectif de défense de Jean de Dieu Kilima en RDC au micro de Sonia Rollet. La RDC où des violences se sont produites hier à Kasumbalesa dans le sud-est du pays, localité proche de la frontière avec la Zambie. Elles ont fait entre 1 et 5 morts. Les autorités évoquent un accrochage entre une patrouille de la police et de l'armée et un groupe de bandits. Elles promettent de renforcer la sécurité, mais les habitants, eux, sont en colère. Ils dénoncent les coupures de courant qui favorisent ces violences. Kamanda Wakamanda Moussé. Pour la population, l'obscurité est l'un des éléments qui favorisent les crimes à Kasumbalesa. La cité connaît de longues périodes d'interruption de fourniture électrique et les brigands en profitent pour commettre des forfaits à répétition, explique Kalueke, joint au téléphone. Il poursuit. C'est pourquoi les manifestants s'en sont pris aux installations de la Société nationale d'électricité. Cette dernière aurait une part de responsabilité dans l'insécurité décriée. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kazembe, lui, croit en tout cas qu'il faut se rapprocher de cette entreprise pour trouver une solution. En attendant, l'autorité provinciale a décidé de renforcer l'action de la police à Kasumbalesa, remplacer le commandement actuel et revoir le nombre des effectifs du contingent. Pour certains habitants, la nouvelle administration provinciale devrait s'employer à créer un climat de confiance au sein de la population et non chercher des justifications politiques à certaines situations. Kamanda Muzembe, Kinshasa, RFI. Hier, la Zambie a décidé de fermer sa frontière pour prévenir tout débordement. Des violences hier également dans le centre du Mali. 3 militaires maliens ont été tués. Ils sont tombés dans une embuscade tendue par des hommes armés dans les environs de Boni, dans la région de Mopti. Un détachement a été envoyé sur place pour des opérations de ratissage. Une embuscade qui intervient une semaine après la prise de Boni par des hommes armés, là encore non identifiés. Le Mali, où par ailleurs les députés ont adopté hier le nouveau code électoral à 78 voix pour et 28 contre. Une explosion au Bénin dans une décharge dans laquelle sont enfouis des produits avariés. Elle a fait au moins 2 morts et 61 blessés. Ça s'est passé à une quarantaine de kilomètres de Cotonou. Une entreprise était venue jeter de la farine de blé périmée et y a mis le feu. Des habitants étaient venus récupérer la farine quand l'explosion s'est produite. La ville algérienne d'Assi Messaoud a connu une soirée très tendue. Jeudi, des violences ont éclaté dans cette ville pétrolière à 800 km au sud d'Alger. La presse affirme que ce sont des femmes qui étaient visées et ce n'est pas la première fois qu'un tel événement se produit dans cette même localité. Alors les associations féministes sont inquiètes, Leïla Berato. Dans la soirée de jeudi, un homme est tué par arme blanche à Hassi Messaoud. La responsable est une femme qui vit dans le quartier de El Aïcha, où vivent entre autres des femmes employées par les sociétés pétrolières et leurs sous-traitants et qui sont là sans leur famille. En représailles du meurtre de jeudi, les femmes du quartier sont attaquées à leur tour. Selon la presse, des habitations ont été détruites et les autorités ont décidé de raser à la pelleteuse un certain nombre d'habitations précaires du quartier. Si, selon les médias, ces violences sont liées à des affaires de prostitution,
Les associations féministes se disent inquiètes, car c'est à Hassim Messaoud, dans ce même quartier, qu'en 2001, à l'appel d'un imam, des femmes ont été agressées et violées. Des expéditions punitives avaient été organisées plusieurs soirs de suite. Et en 2010, des attaques similaires avaient eu lieu dans cette même ville. À l'époque, les associations avaient lancé un observatoire des violences faites aux femmes pour dénoncer le silence des autorités. Leïla Berato, Alger RFI. Les ministres tunisiens vont être moins payés. Le Premier ministre Youssef Chahed a décidé de diminuer leur rémunération en signe de solidarité, dit-il, avec leur pays qui traverse une période économique difficile. La mesure a été approuvée par l'ensemble du cabinet. L'ONU va faire appel à des pays extérieurs à la région pour recruter une partie des 4000 casques bleus qui doivent être déployés au Soudan du Sud prochainement, en plus des 13 000 hommes déjà présents. L'Éthiopie, le Kenya et le Rwanda devraient fournir des soldats, mais ce n'est pas suffisant. L'envoi de ces casques bleus supplémentaires a été décidé en raison des violents combats qui ont éclaté à Djouba au mois de juillet, des affrontements entre forces fidèles au président Salva Kiir et les hommes de son ancien vice-président Riek Machar. Selon un rapport de l'ONU, ces combats ont été orchestrés au plus haut niveau. Le texte pointe du doigt la responsabilité du chef de l'État. Pour ce groupe d'experts, les viols de masse qui ont été commis contre des centaines de femmes étaient aussi bien coordonnés. Michel Arsenault. En juillet, des affrontements éclatent à Djouba entre les hommes du président Kiir et ceux de l'ex-vice-président Riek Machar. Des centaines de personnes sont tuées, 60 000 autres fuient à l'étranger, surtout en Ouganda. Des militaires sud-soudanais, selon les experts de l'ONU, s'en prennent aussi aux femmes, y compris à des étrangères. Plusieurs sont violées dans une résidence proche d'une base de l'ONU. Pour ces experts des Nations Unies, le degré de violence et le grand nombre de soldats impliqués est tel que cette attaque a été bien coordonnée. Elle ne peut donc pas être considérée comme un acte de violence opportuniste. L'ampleur des hostilités, l'utilisation d'hélicoptères et de blindés poussent ces experts à penser que les combats ont été dirigés au plus haut niveau des structures de commandement de la SPLA. Seulement 2 hommes, notent les experts, ont l'autorité pour déployer des hélicoptères de combat, le président Kiir et son chef d'état-major. Diplomates, humanitaires, eurodéputés se sont réunis au Parlement européen cette semaine à Bruxelles pour évoquer la question du retour forcé des migrants, notamment en Afrique. Cela concerne les migrants qui réussissent à atteindre le sol européen mais qui sont obligés de rentrer chez eux parce qu'ils sont en situation irrégulière. Les participants se sont penchés sur les solutions à envisager pour que ces retours, souvent très difficiles, soient d'une certaine façon facilités. Lax Milota. Quand un migrant revient dans son pays contre son gré, il se retrouve souvent isolé. Ses proches ont investi une importante somme d'argent pour qu'il réussisse en Europe. Les migrants refoulés sont mal vus. L'ambassadeur du Mali à Bruxelles, Sékou Digaoussou Cissé. Les retours forcés se passent toujours mal parce que le retour forcé consacre un peu l'échec du migrant. La personne se sent mal. Très souvent, le migrant forcé de rentrer ne va pas jusque dans sa communauté. Il va rester à Bamako ou rester dans une capitale régionale, organiser un nouveau départ, très souvent sans que sa famille ne soit au courant. Pour améliorer les conditions de ce retour, la Fondation pour l'égalité des chances en Afrique propose de mettre en place des microcrédits et des centres de formation pour assurer la réinsertion socio-économique des migrants. Georges-Henri Bautier est membre de cette fondation. Ça peut se mettre en place tout simplement par une aide au crédit pour racheter du bétail, pour racheter une petite entreprise, pour permettre à cette entreprise de fonctionner. C'est justement avec des taux d'intérêt particulièrement peu élevés, des conditions tout à fait favorables, leur permettre d'avoir un petit pactole qui les relance. De la part du privé, de la part des associations, de la part des ONG, de la part de la Commission, de la part des États. Il faut que chacun mette la main à la poche. Les participants à la conférence vont se revoir dans quelques mois pour mettre en œuvre ces idées. Lax Milota, Bruxelles, RFI. Et on reparle tout de suite de cette réunion à Bruxelles, des solutions envisagées pour les migrants forcés à rentrer chez eux avec notre invité du matin. Sachez que le Maroc annonce pour sa part avoir régularisé 23 000 clandestins depuis 2013 dans le cadre d'une nouvelle politique migratoire. 6h44 à Paris. Dans 5 minutes, le journal des sports, ce sera ce matin avec Alexandre Seban. Nous irons ensuite à Toulouse, dans le sud-ouest de la France, où une vingtaine de concerts de piano sont organisés, comme tous les ans au mois de septembre, dans un magnifique cloître du XIIIe siècle. Nous irons écouter quelques notes avec Carmen Lunsmann. Mais avant cela, l'invité de la rédaction, c'est dans 30 secondes. Appelez-nous, exprimez-vous.
Juan Gomez. C'est un acte de défiance à l'encontre du président Mugabe. La justice du Zimbabwe a décidé de lever l'interdiction de manifester décrétée par le gouvernement. Après 36 ans au pouvoir, Robert Mugabe est de plus en plus contesté. La société civile exige sa démission. Nous lançons le débat. 33 9 693 693 70. Juan Gomez, avec vous au téléphone lundi, à partir de 8h10 TU. RFI. Afrique Matin sur RFI. Magali Lagrange. Avec notre invité, nous tentons aujourd'hui de répondre à une question. Comment améliorer le retour dans leur pays des migrants qui sont refoulés d'Europe ? Ils sont près de 500 000 chaque année à devoir quitter le sol européen parce qu'ils sont sans papier. Sur ce total, 40% environ sont effectivement renvoyés de leur pays ou dans un pays à partir duquel ils ont émigré. C'est pour répondre à cette question du retour qu'une table ronde était organisée, vous l'avez entendu, cette semaine au Parlement européen en présence d'eurodéputés, de responsables d'ONG et d'ambassadeurs. Pour en parler, l'eurodéputé belge Louis Michel, ancien commissaire européen à la coopération internationale, est l'invité d'Anthony Latier. Bonjour Louis Michel. Bonjour. Alors comment accueillir les migrants refoulés d'Europe vers l'Afrique en Afrique ? Pourquoi est-ce nécessaire de réfléchir à ce sujet aujourd'hui ? Parce que quand un migrant est refoulé, rentre chez lui, quand il y rentre, il revient dans son pays avec évidemment un sentiment de frustration, quand ce n'est pas un sentiment de honte, puisque souvent sa famille s'est cotisée, s'est pliée en quatre pour financer, dans le fond, le passeur qui va l'amener en Europe. Et donc, c'est extrêmement difficile pour ces gens de se réintégrer, bien entendu. Et donc, vous avez une forte chance qu'ils repartent immédiatement après. Donc c'est pour essayer d'offrir à ces gens un avenir, une formation, éventuellement un emploi. Et je pense que ça c'est essentiel. Qu'est-ce que l'Europe propose sur ce sujet ? Mais en 2007, monsieur, lorsque j'étais commissaire, j'avais initié avec monsieur Hortefeux, le ministre français, et avec monsieur Zapatero, le Premier ministre espagnol, avec l'Union européenne, nous avions initié la mise en place d'une construction qui était le centre d'information et de gestion des migrations, qui avait pour but, si vous voulez, d'attirer dans ce centre des candidats migrants, pas du tout pour les décourager, mais pour leur donner soit une formation, soit un microcrédit, soit un avenir dans leur pays, aussi pour leur offrir des contrats de travail temporaires en Europe. L'Espagne avait fait un effort très grand pour permettre d'offrir ça dans de bonnes conditions et pas dans des conditions de clandestinité. C'était lié aussi à l'octroi d'un visa permanent qui permettait donc à ces gens de venir faire la saison en Europe et puis de rentrer chez eux avec ce qu'ils avaient gagné, ce qui leur permettait, pour les uns ou pour les autres, de créer leur petite entreprise, de lancer une petite entreprise familiale, etc., et donc de les réinsérer de cette manière-là. Et je dois vous dire très honnêtement que le CIGEM que nous avons créé donc au Mali, c'était au Mali, je pense que on a, si vous voulez, fait fonctionner ces centres dans une direction plus dissuasive que positive. Or, moi, quand j'ai créé ça, c'était évidemment pour donner justement une approche beaucoup plus positive à la difficulté ou à la gestion des migrations. Mais je pense que ces centres n'ont pas toujours fonctionné en respectant cette philosophie-là. Et aujourd'hui, est-ce que des nouvelles solutions émergent ? Je pense que l'objectif de 2007, c'était d'essaimer des centres comme ça dans tous les pays de transit, dans tous les pays d'origine des flux migratoires. Alors, je crois que ça, c'est une solution évidemment extrêmement importante. Alors oui, il y a plein d'autres solutions. Par exemple, tantôt pendant le débat, certains ont proposé d'utiliser le temps où ces gens sont retenus dans nos centres fermés ou dans nos centres ouverts pour déjà les former, les coacher, pour déjà leur donner un bagage, les enrichir, si vous voulez, potentiellement pour avoir une profession dans leur pays. Oui, mais si vous leur dites qu'ils vont retourner dans leur pays, seront-ils vraiment volontaires ? Mais monsieur, je parle ici de gens qui sont refoulés. Donc ce sont des gens qui sont irréguliers en Europe et qui doivent donc rentrer, qui sont ramenés dans leur pays. Donc je pense qu'ils n'ont pas le choix. Mais on leur donne au moins des moyens véritablement de se réintégrer, de se réinsérer. Et on adoucit, si vous voulez, leur frustration. Le problème, vous le savez, c'est que aussi beaucoup
ont honte de rentrer chez eux. Ils estiment qu'ils ont échoué en quelque sorte. Comment, dans ce cas, mettre en place de tels dispositifs ? Mais c'est ça ou rien. C'est ça le problème. Ce n'est pas du tout une position cynique, mais je pense que s'ils rentrent et qu'on leur offre un projet de vie avec un microcrédit, avec une formation, avec éventuellement l'apprentissage d'un métier, etc., je pense qu'ils seront mieux accueillis et n'auront pas le goût d'échec qu'ils ont aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, quand ils rentrent, ils n'ont rien. À la limite, étant partis pendant un certain temps, mais ils sont moins armés que ceux qui sont restés au pays pour se faire une place dans leur propre pays. Il y a des cas où sans doute cela marche et cela peut marcher, mais il y en a d'autres où ça me paraît difficile, comme par exemple l'Érythrée, où les migrants, ceux qui sont partis, sont réprimés. Oui, mais ça, tant que vous n'aurez pas changé le régime en Érythrée, ben vous serez face à ce genre de problème. Mais ce n'est pas parce que dans un certain nombre de cas, ce sera difficile à faire marcher que ça ne va pas marcher dans d'autres cas. Je rappelle qu'il y a, par exemple, vous parlez de l'Érythrée, moi je parle par exemple de l'Éthiopie, il y a 850 000 réfugiés en Éthiopie. Donc c'est typiquement un pays où on pourrait développer ce genre de construction. Merci Louis-Michel. Il répondait à Anthony Latier. À l'espoir d'une trêve en Syrie, la Russie et les États-Unis annoncent l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu à partir de demain soir. Damas aurait donné son accord, selon les Russes. Les Russes et les Américains qui annoncent aussi une possible coopération militaire si la trêve tient au moins une semaine. Les deux pays pourraient coordonner leurs opérations contre les djihadistes et le groupe notamment État islamique. En France, la piste djihadiste s'impose dans l'enquête sur la voiture remplie de bonbonnes de gaz découverte le week-end dernier à Paris. Le procureur affirme que les suspects arrêtés ces derniers jours étaient téléguidés par le groupe EI. Selon François Molins, celles étaient aussi en relation avec des terroristes auteurs de récentes attaques en France. Selon les autorités, les jeunes femmes s'apprêtaient à commettre des attaques imminentes à Paris et en région parisienne. Et puis l'ONU condamne le nouvel essai nucléaire en Corée du Nord. Le Conseil de sécurité dénonce une violation flagrante de ses précédentes résolutions. Le journal des sports. Bonjour Alexandre Seban. Bonjour Magali, bonjour à tous. On démarre avec les Jeux paralympiques à Rio. L'athlétisme à l'honneur. Vendredi, l'occasion pour les athlètes africains de briller. Moisson de médailles grâce à de belles performances pour plusieurs athlètes du continent, avec une mention bien pour les lanceuses de poids tunisiennes. Retour sur ce vendredi, riche en émotions, avec Éric Chorin. Carton plein pour les Tunisiennes au lancer hier, avec un doublé pour les lanceuses de poids de petite taille. Rawat Lili Impérial s'est offert un 3e titre paralympique consécutif après Pékin et Londres, avec un jet à 10,19 m, loin devant sa jeune compatriote Samar Ben Koeleb, 2e avec 8,39 m. Autre titre paralympique pour les Tunisiennes au lancer de massue en fauteuil. Marwa Brahmi a porté le record du monde à 26,93 m à son dernier essai pour l'emporter devant l'Algérienne Mounia Gasmi, resté à 25,41 m, nouveau record personnel. Belle médaille d'argent pour le sprinter malvoyant namibien Johannes Nambala sur le 100 m en 10 secondes 78. Il termine 14 centièmes derrière l'intouchable Irlandais Jason Smith qui a remporté son 3e titre paralympique consécutif sur la distance, une performance qu'il tentera de rééditer sur le 200. À noter également la médaille de bronze du Cap-Verdien Gracelino Tavares Barbosa sur le 400 m réservé aux déficients intellectuels en 48 secondes 55, une course sur laquelle le jeune Brésilien Daniel Martins a pulvérisé le record du monde en 47 secondes 22 pour la plus grande joie du public du stade olympique. Éric Chorin, Rio, RFI. On reste dans l'univers de l'athlétisme avec à Bruxelles hier la dernière étape de la Ligue de Diamant. Là encore, les athlètes africains ont su briller. Victoire et 5e meilleure performance de l'histoire pour l'Éthiopienne Almaz Ayana, 14 minutes 18 secondes 89 centièmes, nouveau record du meeting. Elle domine la Ligue de Diamant après son spectaculaire titre olympique sur 10 000 mètres. La Sud-Africaine Caster Semenya s'impose, elle, sur 400 mètres en 50 secondes et 40 centièmes. Nouveau record personnel pour celle qui remporte la Ligue de Diamant sur 800 mètres. Sa distance fétiche, bien sûr. Celle sur laquelle, d'ailleurs, elle a été sacrée championne olympique. Chez les hommes, son compatriote Luvo Manyonga, en saut en longueur, atteint les 8,48 m. Record personnel, là aussi. Et surtout, 2e performance africaine de tous les temps, derrière les 8,50 m d'un autre Sud-Africain, Kotso Mokoko.
Mokoena. Manyonga achève lui cette Ligue de Diamants à la 3e place de sa spécialité. Victoire dans la compétition en revanche pour le Kenyan Conseslus Kipruto, vainqueur sur 3000 mètres steeple. Son compatriote Timothy Cheruiyot s'est lui adjugé le 1500 mètres, mais c'est Kiprop qui remporte la Ligue de Diamants sur 1500. Ferguson Rotich, 4e lui sur 800 mètres, remporte le titre sur l'année. On traverse la Manche pour s'intéresser au choc de Première Ligue aujourd'hui entre les deux Manchester. United contre City, un choc qui verra plusieurs joueurs africains sur la pelouse, mais pas l'illustre Yaya Touré. Présentation Simon Fuentes. Manchester City compte 2 joueurs africains dans son effectif, un seul à sa place dans celui de Manchester United. Tous ne devraient pas pouvoir jouer ce choc. Le grand absent devrait être Yaya Touré, toujours en délicatesse avec son entraîneur Pep Guardiola. Déjà loin des éléphants depuis mars 2015, il n'a disputé qu'une seule rencontre depuis le début de la saison avec son club et il n'a pas été inscrit dans la liste des joueurs pouvant participer à la Ligue des Champions. À Manchester City, c'est surtout le jeune attaquant nigérian Kelechi Iheanacho qui pourrait débuter à la pointe de l'attaque. Il profiterait ainsi de la suspension de la vedette Sergio Aguero. Du côté de Manchester United, Eric Bailly, champion d'Afrique en 2015 aux côtés de Yaya Touré justement, devrait lui tenir sa place au sein de la défense. Recruté cet été pour la coquette somme de 40 millions d'euros en provenance de Villarreal en Espagne, le joueur âgé de 22 ans s'est déjà mis une bonne partie des sceptiques dans la poche, et notamment les supporters qui l'ont récemment élu meilleur joueur du mois d'août. Enfin, ce sera aussi l'occasion d'observer le premier gros choc de Paul Pogba sous les couleurs des Red Devils, le joueur d'origine guinéenne ayant fait son retour au club contre 105 millions d'euros, devenant au passage le footballeur le plus cher de l'histoire. Et puis à noter qu'en France, en ouverture hier soir de la 4e journée, le PSG a été tenu en échec par Saint-Etienne 1-1. En Allemagne, tout roule pour le Bayern de Munich. Succès en ouverture de la 12e journée de Bundesliga. 2-0 sur le terrain de Schalke 04. Merci Alexandre Seban, il est 4h56 en temps universel. On se retrouve dans 30 secondes. Venez participer à la course Enfants sans cancer le 25 septembre prochain au domaine national de Saint-Cloud. Cet événement permet de récolter des fonds pour la recherche contre le cancer des enfants. De nombreux chercheurs, médecins, personnalités, ainsi que le parrain de l'association Christophe Dominici seront présents. Vous pourrez ainsi courir 5 km, 10 km ou marcher 5 km, le tout dans une ambiance festive et solidaire. Alors inscrivez-vous vite sur www.enfantsanscancer.fr. Le piano résonne à Toulouse, dans le sud-ouest de la France, pas dans la rue, mais dans un cloître du XIIIe siècle, le cloître des Jacobins. Piano aux Jacobins, ça se passe tous les ans au mois de septembre depuis 1979. Une vingtaine de concerts en tout, avec des artistes et des styles très différents, du flamenco au jazz en passant par la chanson française. Carmen Lunsmann. Pas de fil rouge ni de thème imposé, rien qu'un instrument et un lieu sacré. C'est ça la quintessence du festival Piano Jacobin à Toulouse. Son directeur, Paul-Arnaud Péjouan. Le cloître des Jacobins est un lieu chargé d'histoire dans le cœur d'une métropole. Parce qu'il y a des monastères sublimes dans tout le pays, perdus dans les montagnes, dans des très belles régions. Mais avoir comme ça un lieu de spiritualité et de culture au cœur d'une ville qui en plus est une ville très jeune, où il y a plus de 110 000 étudiants, il y a une palpitation très particulière à Toulouse. Depuis 37 ans, c'est un choc émotionnel chaque fois. Et l'émotion, elle passe également par la présence de pianistes mythiques qui ont fait leur révérence au cloître ces dernières années. L'Italien Aldo Ciccolini, l'Autrichien Alfred Brendel ou encore l'Argentine Marta Argerich. Mais Piano Jacobin se veut avant tout tourner vers l'avenir, comme le revendiquent Catherine Dargoubet et Paul-Arnaud Péjouan, les deux fondateurs du festival. Dès le départ, ça a été notre raison d'être, de faire découvrir ces jeunes talents qui avaient pour nom Hélène Grimaud. Plus de la moitié sont des jeunes entre 20 ans et 32 ans, d'écoles de piano très diverses, de Russie, des États-Unis, d'Italie, de France. Même quand il y a un nom qui est totalement inconnu, on a toujours un public, un noyau dur de 400-500 personnes qui vient. Parmi les plus jeunes interprètes cette année, la germano-coréenne Gina Alice Rettlinger ou l'Autrichien Aaron Pilzan, 21 ans, qui brille à travers Bach et Chopin. Mais Piano Jacobin s'ouvrait également à d'autres genres musicaux, jazz, chansons françaises ou flamenco, façon Raphaël Pradal. Oui, ça c'est un pianiste toulousain dont le père est un grand compositeur espagnol qui a fait un requiem autour du flamenco. Et son fils est lancé en tant que pianiste dans une approche flamenco et ça va être un moment assez magique. De la magie, on en trouve aussi en Asie où le festival s'exporte depuis 12 ans. Shanghai, Pékin, Hanoï, Tokyo, le pianiste français Philippe Bianconi a fait plusieurs escales en Chine. J'ai joué 2 fois à la Cité interdite à Pékin.
Il y a une salle de concert dans un petit coin au milieu des arbres et on passe devant les monuments, les jardins éclairés, c'est absolument extraordinaire. On arrive à la salle de concert, beaucoup d'enfants, de jeunes, quelques petits bruits, c'est pas le calme absolu, mais un public extrêmement chaleureux. Piano au Jacobin, c'est jusqu'à la fin du mois à Toulouse. On se quitte en musique avant de retrouver un nouveau journal sur l'antenne de RFI, bien sûr. Très bonne journée à tous.